Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Mercato idéal, après l'épisode à Brest, après l'épisode à Lens, à Lorient et puis à Monaco avant-hier. Eh bien on va prendre la direction de Marseille où nous attend un Mercato assez animé et un été très agité. Il faut bien dire que la saison marseillaise aura été de toutes les secousses. Au début de saison on a longtemps cru que Marseille pouvait réussir à réellement valider ses objectifs, autant en Ligue des Champions qu'en Ligue 1, tant ce qu'on pouvait voir sur le terrain était consistant, était satisfaisant. Et puis à l'image de ce contexte marseillais assez instable, la saison a viré à l'hiver passé avec cette élimination en Ligue des Champions du côté de Bruges et puis ces matchs qu'on ne peut toujours pas expliquer, ces défaites à Lorient, à Brest, à Nantes notamment, qui au final ne permettent pas à Marseille de valider sa qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le plus triste et tragique au final, c'est que l'OM termine à seulement 3 points de cet objectif-là, donc finalement pas si loin par rapport à tout ce qu'on avait pu dire sur l'OM ces dernières semaines. L'arrivée d'Habib Beye n'aura pas changé grand-chose non plus, des résultats en dents de scie en Ligue 1 et même plutôt décevants, une élimination en Coupe de France assez tragique face à Toulouse alors que l'OM avait fait de cette compétition un réel objectif pour sa fin de saison. Donc voilà, même si Habib Beye est arrivé dans un contexte compliqué avec un directeur sportif démissionnaire, avec un président qui a quitté le club, donc c'est vrai que le contexte n'était pas forcément idoine pour l'arrivée d'Habib Beye en mission commando. Cela n'empêche qu'à la clé, cette qualification en Ligue des Champions, elle n'est pas là. L'OM a un petit peu limité la casse sur la fin de saison en allant chercher l'Europa League, mais maintenant on sait que Marseille va devoir faire face à un contexte financier compliqué, à une restructuration complète de son organigramme, du directeur sportif au président, donc qui est déjà arrivé, Stéphane Richard, en attendant l'identité du futur entraîneur. Donc Marseille va devoir réellement entamer un nouveau projet cet été. Qui dit nouveau projet dit aussi, je pense, renouvellement dans l'effectif, parce qu'on a vu certains joueurs qui, dans les moments compliqués, se sont un petit peu dédouanés, si vous voulez, de certaines responsabilités et n'ont pas forcément montré un état d'esprit irréprochable. Donc je pense que c'est l'occasion de faire un grand ménage à Marseille pour des raisons financières, mais aussi de projet, et ça va être tout l'objectif de ce mercato-là. Au niveau du contexte club, donc j'ai commencé un petit peu à l'évoquer, une instabilité chronique. On le sait, à l'OM et globalement même depuis l'arrivée de Longoria, tous les ans il y avait un changement d'entraîneur, un changement quasiment complet de l'effectif, jusqu'à l'arrivée de Roberto De Zerbi qui a réussi quand même malgré tout à avoir des résultats à Marseille pendant 1 an et demi. Et donc, à l'échelle de l'OM, on est quand même sur du moyen terme quand on parle comme ça de 18 mois où voilà, il valide des objectifs, la qualification en Ligue des Champions. Un groupe qui s'était formé autour de lui, qui était somme toute quand même assez convaincant. Moi j'ai beaucoup aimé la première saison de Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, c'est des joueurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir à Marseille ces dernières années. Mais là voilà, on a atteint peut-être un point de non-retour. On sait que Marseille va être sous la surveillance de l'UEFA pour ce qui est du contexte financier, donc il devrait y avoir pas mal de contraintes. Et donc il va falloir être très intelligent sur le mercato, et c'est dans cette optique-là, et vous le voyez juste en dessous de moi, que Grégory Lorenzi pourrait faire son arrivée à Marseille. Alors c'est pas encore officiel parce qu'il y a une histoire de contrat, puisqu'il s'était un peu trop engagé avec Nice avant de réellement pouvoir faire volte-face, donc ça peut peut-être tarder, et c'est pas forcément une bonne nouvelle si ça met réellement trop de temps à se concrétiser l'arrivée de Grégory Lorenzi. En tout cas voilà, c'est en bonne voie et Marseille compte réellement faire venir l'ancien Brestois qui est quand même plutôt connu pour réussir à faire de jolis coups à moindre coût justement. Donc voilà, pour savoir plutôt bien gérer les opportunités de marché, en respectant les finances, en validant un petit peu aussi les objectifs que Marseille peut avoir. Donc l'idée, malgré tout, comme Marseille va jouer l'Europa League et comme l'OM va devoir aller chercher la Ligue des Champions dès la saison prochaine, il va falloir conserver un effectif compétitif, ça c'est sûr. Mais voilà, il y a aussi cette pression populaire, il y a aussi l'Europa League, donc il va y avoir 3 matchs par semaine la saison prochaine. Donc voilà, tout ça, ça fait partie du contexte marseillais. Il faut s'en imprégner pour réaliser ce mercato, comprendre réellement là où on est, parce qu'à Marseille, c'est différent de quasiment tous les autres clubs en France. Il faut travailler encore plus intelligemment, il faut peut-être être encore plus calme et le mieux, voilà, comprendre réellement où on est. Éviter de faire comme ce qu'a pu faire Mehdi Benassia, je trouve, sur sa seconde saison, à force d'insister et d'insister en mettant toujours l'institution, le respect du maillot, le rabâcher chaque semaine, etc. Ça a fini par faire imploser le vestiaire et derrière, tu peux pas le récupérer. De Zerbi a été aussi un petit peu dans cette communication-là. Donc voilà, s'imprégner un petit peu de tout ce qui s'est passé à Marseille pour réaliser le meilleur mercato possible. On passe désormais aux objectifs de ce mercato idéal, retrouver la Ligue des Champions. Pour un club comme Marseille, c'est une anomalie de ne pas être en Ligue des Champions. L'OM doit s'installer sur le podium chaque saison en Ligue 1. Je pense que le foot français en a même réellement besoin. Au vu du stade, quel vélodrome, on va pas se mentir, même moi qui suis pas supporter marseillais, à chaque fois cette saison qu'il y avait un match
de l'OM au Vélodrome le soir en Ligue des Champions, je ne pensais qu'à ça toute la journée, d'allumer ma télé et de voir l'ambiance du Vélodrome lors d'un match de Ligue des Champions. Alors parfois le spectacle n'était pas sur le terrain, mais par contre Marseille est fait pour ça, enfin je veux dire ce club est fait pour ça, ce club est dimensionné pour ça. Maintenant il faut toujours réussir à trouver un petit peu le juste milieu entre la passion débordante et aussi un peu le professionnalisme sportif, et c'est tout l'enjeu à l'OM. Au niveau des objectifs, du coup, j'ai aussi parlé de stabilité émotionnelle, réussir à retrouver du calme. Je pense qu'on a quand même passé un véritable cap là, sur ces dernières semaines à Marseille, avec les stages un peu forcés à la commanderie, tout ce qui s'est passé, les déclarations un peu fortes. Il faut retrouver une union, il faut réussir à recréer une émulsion collective avec les supporters, avec un projet dans lequel ils s'identifient, le tout en sachant qu'il y aura moins d'argent et qu'il faut donc être aussi un peu plus dans la gestion côté marseillais. Il y aura peut-être moins de noms bling bling, mais il faut en tout cas que l'OM arrive à reconstruire une équipe dans laquelle ses supporters arrivent à s'identifier, ce qui n'est plus le cas du tout ces dernières semaines où il y avait une vraie rupture. Et quand il y a une rupture entre les supporters de l'OM et l'équipe, en général les résultats ne suivent pas. Et ça n'a pas manqué sur la fin de saison, évidemment. Baisser la masse salariale, ça je l'ai dit, avec les contraintes financières qui sont quand même assez importantes pour l'Olympique de Marseille, qui a beaucoup dépensé ces dernières années. Il faut donc aussi réussir à bien gérer tout ça. Et il y a pas mal de gros salaires à Marseille. Vous savez qu'au mois de mars, tous les ans, il y a le paquet de l'équipe qui sort les top 10 ou top 12 des plus gros salaires de chaque club. Et beaucoup d'observateurs ont été très surpris de voir les salaires à l'OM. Il y a des joueurs qui émanent à plus de 500 000 euros par mois, ce qui sont voilà, on est sur du salaire limite, c'est haut de panier PSG, quoi. Donc voilà, l'OM doit aussi un petit peu gérer sa masse salariale. L'OM n'est pas un club de première ligue. Il y a aussi l'histoire des droits TV. Forcément, tu peux pas faire fi de ce contexte-là. Même un gros club comme Marseille, forcément subit de plein fouet la crise économique qui touche le football français actuellement. Donc voilà, il faut évidemment qu'on ait une gestion financière assez exemplaire. Le but, c'est vraiment de faire un mercato réaliste, vous l'aurez compris. Et puis, gestion d'effectifs pour réussir aussi un peu à gérer les joueurs qui souhaitent partir, d'autres qui pourraient réellement bien s'identifier à ce qu'est l'OM. Donc voilà, on a pas mal de boulot sur ce mercato. On attaque directement avec les fins de contrat parce qu'on a beaucoup de départs à gérer, beaucoup de joueurs qui étaient prêtés aussi cette saison à Marseille. C'est le cas d'Arthur Vermeeren qui devrait retourner du côté de Leipzig. J'ai bien aimé ses débuts en Ligue des Champions. Il a fait quelques bons matchs avec De Zerbi. Malheureusement, sa seconde partie de saison est beaucoup moins bonne. Il s'est limite arrêté suite à ce fameux carton rouge face à Nantes du côté du Vélodrome au mois de janvier. Sa saison, elle a pris un tout autre tournant à ce moment-là et il est passé dans toute autre chose. Ça se voit que peut-être que sa jeunesse l'a un peu desservi au moment de gérer émotionnellement tout ce qui s'est passé sur la seconde partie de saison à l'OM. Donc son retour de prêt est assez logique. Et toi, Ethan Nwaneri, bon, j'ai aucun doute sur le potentiel du garçon. C'est un ailier qui, je pense, a des vraies qualités et qui peut être amené à faire une belle carrière, que ce soit en première ligue ou ailleurs. Mais là, à l'OM, à 19 ans, pareil, il est peut-être certainement un peu trop jeune pour le contexte marseillais, surtout sur la seconde partie de saison. J'aurais limite aimé le voir sur la première partie d'année, quand tout allait bien, en quelque sorte. Autant là, c'est vrai, au vu du contexte marseillais, il s'est éteint et ça a été un des premiers finalement à un peu s'éclipser au moment où tout allait mal. Tu peux difficilement lui en vouloir, hein. Il est prêté par Arsenal, le garçon a quand même d'autres objectifs, il a 19 ans. Bon, son prêt à Marseille ne sera pas un franc succès. Bilal Nadir, lui, son départ est déjà acté depuis pas mal de temps, il est en fin de contrat. Moi, c'est un garçon en qui je trouve quand même pas mal de potentiel. Il a fait quelques erreurs par-ci par-là. Je pense que c'est pas simple d'être un jeune joueur à l'OM, comme je l'ai dit. Et Nadir a quand même su montrer par séquence des choses intéressantes. Maintenant, voilà, l'exigence de Marseille est peut-être encore plus élevée que son réel potentiel. Donc forcément, je pense que cette fin de contrat, elle est assez logique. Et comme c'est programmé, je vais rester fidèle à la réalité. Et je vais le laisser partir librement. Benjamin Pavard, dans la catégorie catastrophe industrielle sur le mercato de Ligue 1 la saison dernière, il est tout en haut, quoi. Il y a limite Pogba est deuxième, mais Pavard, c'est l'échec numéro 1, je trouve, en termes de mercato, en termes de salaire aussi, hein, parce que même Marseille paye un sacré salaire, même si l'Inter prend en charge une partie. Bon, à 30 ans, il est champion du monde, il était censé apporter du leadership à cette défense, et au final, ça a même été plus un poids qu'autre chose pour cette défense marseillaise. C'est un joueur qui est en déclin total, qui même émotionnellement, je le pensais plus fort que ça. Pour avoir joué dans des grands clubs comme le Bayern, comme l'Inter, je pensais qu'il avait plus de mental que ça. Et le voir être un des premiers souvent à s'écrouler dans des contextes en faisant des erreurs, des comptes sans camp, des trucs comme ça, je trouve que il fait partie quand même des principaux
des principaux visages à avoir mis un peu Marseille dedans, à avoir mis un peu l'OM dans la sauce, dans des moments clés de la saison, à Lens, face au Sporting, etc. Il y a eu à un moment donné un tournant où il faisait partie effectivement des visages très décevants, et donc sa fin de contrat et son retour de prêt à l'Inter est plus que logique. L'avenir de Benjamin Pavard va s'inscrire bien bien loin de l'Olympique de Marseille. Maintenant, on va payer un petit peu les pots cassés de la stratégie de Marseille, puisqu'on le sait, l'OM a beaucoup dépensé sur ses derniers mercatos, parfois a même dépensé de l'argent qu'il n'avait pas, et donc il y a eu en quelque sorte des options de paiement étalées sur une année, ce qui fait que les achats de la saison passée, à savoir Medina, Ahmed Traoré et Timothy Weah, se retrouvent en fait, le paiement se retrouve à avoir lieu cet été, donc il faut prendre ça en compte. On a donc 40 millions d'obligations d'achat sur ces 3 joueurs-là, alors que, sans vous spoiler, il y en a au moins 2 que je n'ai plus envie de voir à l'OM parmi cette liste de 3 joueurs. Donc forcément, ça embête un petit peu. Nous qui étions dans une optique de bonne gestion financière, etc., on va devoir gérer avec ça. Et donc voilà, ça fait déjà 40 millions d'euros d'achat qui étaient déjà programmés depuis la saison dernière. Donc il faut prendre en compte ce contexte-là également. On poursuit désormais avec les départs. Et là, il va falloir beaucoup vendre, parce qu'il faut évidemment renflouer les caisses, il faut aussi gérer les salaires importants au sein du vestiaire marseillais et essayer au maximum de diminuer la masse salariale, la moyenne de la masse salariale. On sait que les clubs de Ligue 1, avec la crise économique qui touche actuellement le foot français, leur rythme de vie a baissé, oui, mais s'il y a bien un domaine où le rythme de vie est encore un peu trop élevé, c'est la masse salariale qui, dans la plupart des clubs de Ligue 1, n'a pas baissé autant que les recettes en moins, en quelque sorte, que les revenus en moins liés évidemment à l'incertitude qu'il y a eu pendant longtemps autour des droits TV, jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de diffuseurs privés, et que ce soit une plateforme de la Ligue 1+, qui diffuse le championnat. Au niveau des départs, du coup, on a donc Leonardo Balerdi. Bon là, la fin d'histoire est actée, il reste international argentin à 27 ans, je pense qu'il a encore une certaine cote sur le marché, je pense que l'OM peut en tirer 14 millions d'euros, il a le profil Première Ligue, donc je pense que certains clubs, peut-être même en Serie A, peuvent se laisser tenter par son pari, et malgré toutes les bourdes qu'il fait, malgré le fait qu'il ait montré de vraies limites à l'OM, je n'exclus pas qu'à l'image de la saison 2023-2024, Balerdi soit capable d'être performant ailleurs qu'à Marseille. Je pense que le contexte marseillais n'était pas fait pour lui. Je pense que mentalement, il paraît plus fort que ce qu'il n'est réellement. Il essaye souvent de trop bien faire, de se racheter sans cesse, et il continue de s'enfoncer petit à petit. Et là, cette saison, ça marque vraiment un tournant, je trouve. La fin de l'histoire, pour moi, elle est actée. Donc voilà, Balerdi, on s'en sépare pour 14 millions d'euros. Derek Cornelius, qui était prêté aux Glasgow Rangers cette saison, qui a plutôt fait un bon début de saison avec les Rangers jusqu'à sa blessure qui est intervenue au mois d'octobre ou novembre. Je crois qu'il avait joué quand même une bonne dizaine de matchs où il avait été vraiment bon. Je pense qu'il doit encore avoir une certaine cote aussi. Je ne serais pas surpris que les Rangers souhaitent le garder, donc je pense que pour 2,5 millions d'euros, l'OM peut se séparer de l'international canadien. On poursuit avec Geoffrey Kondogbia. Pareil, gros salaire, apport très limité, joueur irrégulier, 33 ans, je pense que c'est le bon moment pour s'en séparer. Kondogbia, il a une grosse expérience, donc je pense que l'OM peut en tirer peut-être 2 millions d'euros, peut-être un peu moins, je suis peut-être un peu généreux, que sais-je. En tout cas, voilà. Kondogbia, moi j'ai jamais été convaincu, y compris au moment de son arrivée, j'y ai jamais vraiment trop cru à la fable Kondogbia à l'Olympique de Marseille. Il avait montré des bonnes choses en Espagne, mais moi j'ai beaucoup trop de mal en fait avec les joueurs qui ont beaucoup de talent, qui sont capables sur un match de mettre tout le monde d'accord. Mais en fait, à un moment donné, quand tu veux être un grand joueur et quand tu veux être aussi un joueur de foot pro, faut être régulier à un moment donné. Et Kondogbia l'a jamais été. J'ai l'impression d'avoir jamais connu Kondogbia faire une saison pleine, quasiment jamais. Donc pour moi, surtout à Marseille en plus, dans un contexte comme celui à l'OM, c'est bon, c'est terminé, c'est la fin de l'histoire. Bamo Meïté désormais, un prêt qui a été vraiment prolifique pour l'OM, qui a prêté du coup Bamo Meïté dans son club formateur du côté de Lorient. Il a été très très bon avec Olivier Pantaloni dans un rôle d'axial droit avec beaucoup de dépassements de fonction, ce qui fait que sa cote elle a de nouveau explosé, donc là elle est facilement estimée à 7-8 millions d'euros. Bon, je pense que pour 7 millions d'euros, l'OM devrait retrouver preneur assez facilement, le tout en renflouant les caisses, et je pense que malgré tout Bamo Meïté garde certaines limites par rapport à l'exigence que je souhaite mettre au sein de l'effectif marseillais, que je veux être compétitif pour valider les objectifs la saison prochaine. Donc voilà, je me sépare également de Bamo Meïté. Pierre-Emile Højbjerg, capitaine au gros salaire, on le sait, et capitaine qui a raté plusieurs matchs cette saison. Alors, c'est pas forcément le premier que j'ai envie de pointer du doigt. Malgré tout, c'est vrai qu'il a connu lui aussi plus de défaillances que la saison passée. Il a encore une belle cote, il a un très très gros salaire
que l'OM ne peut plus réellement assumer. Et donc je vais m'en séparer. Je sais que la Juve était intéressée par lui notamment. Je pense que l'OM peut en tirer 16 millions d'euros. Grosse expérience Première Ligue, capitaine de la sélection danoise, capitaine de l'OM aussi. Ça reste un bon joueur, mais je pense que je pense qu'il devrait quitter Marseille cet été. C'est globalement programmé. On poursuit avec d'autres départs. Neil Maupay qui était prêté à Séville, qui a plutôt bien fini la saison. Je ne serais pas surpris que le club sévillan souhaite le conserver. Je pense que l'OM peut en tirer 3,5 millions d'euros, bien loin de la somme d'argent dépensée il y a plus d'un an désormais pour aller le chercher du côté de la Première Ligue. Amin Harit, également prêté en Turquie à Başakşehir. C'était pas mal, ça aurait pu être mieux. Bon, je pense que sa valeur actuellement, elle est située entre 3 et 4 millions d'euros également. Donc je vais le vendre pour 3,5 millions d'euros. Ça m'étonnerait pas non plus que Başakşehir souhaite le conserver en Turquie. Dans tous les cas, je pense qu'Harit n'est pas dans les plans marseillais depuis maintenant pas mal de temps. De Zerbi ne l'a jamais trop porté dans son cœur et ne l'a jamais trop eu non plus dans ses plans. Donc ça me semble être une suite logique pour Harit. Faris Moumbagna, son prêt au Cremonese... Avec cette grosse blessure, de nouveau, c'est vrai que ça l'empêche d'enchaîner, ça l'empêche de retrouver des jambes. Ça va faire pas mal de temps maintenant que Faris Moumbagna n'arrive plus à se défaire de toutes ses blessures à répétition. Là, actuellement, sa valeur marchande ne représente quasiment rien. Je pense qu'un prêt serait la bonne option pour Marseille, essayer de le reprêter quelque part et espérer qu'il fasse une saison pleine pour après potentiellement réussir à faire une vente. Angel Gomez qui lui était prêté du côté de Wolverhampton, international anglais, il a encore une belle cote sur le marché à Marseille, ça ne l'a pas trop fait cette saison. L'OM normalement devrait pouvoir en tirer facilement 10 millions d'euros. Et puis il faut rajouter 2 ventes qui devraient avoir lieu cet été. Une déjà actée, c'est celle d'Ismaël Koné du côté de Sassuolo pour 10 millions d'euros. Et Ulisses Garcia qui devrait également rester en Italie, donc pour environ 3 millions d'euros. Donc vous voyez juste en bas à droite, ça fait effectivement un joli cocktail de 13 millions d'euros dans les caisses marseillaises. Donc on poursuit avec les départs, il y en a beaucoup, vous l'aurez compris. Facundo Medina, qui moi m'a beaucoup déçu cette saison. Je suis pas forcément surpris que ça ait été un échec à l'OM. Pour être tout à fait honnête, la saison dernière, quand j'ai vu que Marseille était déçu, je sentais le coup foireux un petit peu, parce que déjà sa dernière saison à Lens avait été beaucoup moins bonne. Faut rajouter à ça aussi l'idée que c'est un garçon qui a mal démarré la saison, il a été blessé, et c'est vrai que quand tu démarres dans un nouveau club, que tu es blessé direct pour 2-3 mois, c'est difficile de revenir. Et après voilà, il a été un peu dans un surjeu permanent avec le fameux gang des Argentins là derrière dans la défense marseillaise, et qui pour moi n'ont fait que fragiliser en fait ce mental marseillais là à vouloir un peu surjouer. Et je trouve que Medina, je ne lui vois pas non plus un avenir à Marseille. Il a coûté beaucoup d'argent du coup l'été dernier à l'OM et du coup cet été, puisqu'il y a eu un retard de paiement, vous savez là, le paiement étalé sur un an. Et donc moi je m'en séparerais. Pareil, il est international argentin, il a 26 ans, je pense que l'OM peut en tirer encore 14-15 millions d'euros sans trop de soucis. Ahmed Traoré, il n'a pas forcément perdu de valeur à l'OM. Moi, il m'a pas convaincu du tout. Je m'en séparerai pour 8 millions d'euros. Imad Abdelli, je m'en sépare également pour 5 millions d'euros. Il est arrivé il y a seulement 5 mois, oui, c'est vrai. Mais je suis pas du tout convaincu par ce que j'ai vu. Et surtout, il y a eu quelques scènes qui m'ont déplu, notamment dans l'attitude. Imad Abdelli a toujours dit que c'était son club de cœur, etc. Garçon, à un moment donné, quand ton club de cœur, il est un peu dans la merde, tu y vas, tu te sors un peu les doigts et puis tu donnes tout. Tu vas sur le terrain et tu montes pas cet état d'esprit-là. Avec en plus de ça, ce qui a été rapporté de son altercation avec Habib Beye. Moi je doute réellement du mental de ce garçon-là, de son caractère. Et ok, c'est pas mal des fois d'avoir du caractère dans un vestiaire, mais il y a caractère et caractère. Il y a le caractère qui est capable dans toute l'équipe, et il y a le caractère un peu ronchon qui est capable au contraire de la faire couler. Donc ça, pour moi, c'est en dehors du vestiaire, ça sort, c'est terminé. Et je profite du fait qu'il a encore une belle cote parce qu'il est international algérien, qu'il a fait de bonnes choses sur la première partie de saison avec Angers, pour le vendre contre 5 millions d'euros. Et puis enfin, la grosse vente, peut-être à contre-cœur, mais le contexte financier marseillais fait que de Mason Greenwood, encore une fois je pense le meilleur joueur de l'OM sur la saison, irrégulier aussi, son talent est limite frustrant parce qu'on sait qu'il pourrait tout casser, il pourrait mettre 25 buts par saison s'il le souhaitait. Il est parfois un peu suffisant, mais par contre il suffit qu'il ait un éclair de génie. Je pense que Mason Greenwood c'est vraiment de la graine de star. Je pense que c'est un joueur qui a réellement le niveau Ligue des Champions et largement. Donc voilà, je pense que l'OM peut en tirer 55 millions d'euros. Quand je vois le championnat notamment italien où il y a assez peu de joueurs créatifs qui sont capables de faire de grosses différences, je pense que si un club fait ce gros effort financier là d'aller chercher Greenwood, je pense qu'il peut être sincèrement récompensé parce que c'est un joueur qui, s'il est bien dans un projet, peut faire des choses extraordinaires. Et j'insiste vraiment là-dessus. Donc voilà, je pense que l'OM peut en tirer 55 millions d'euros et donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un pourcentage qui revient à Manchester United qui est à hauteur de 40 millions d'euros. Ce qui signifie donc
que l'OM devrait du coup en tirer 30 millions d'euros dans ses caisses. Donc voilà, ce qui reste quand même de l'argent dont on peut difficilement se passer à l'OM. Au niveau du bilan des départs, du coup, on a beaucoup vendu. Hein. Là, vous dites, mais qui reste, Arthur Là, on sait même plus qui nous reste dans l'effectif. Il reste plus grand monde. On a donc vendu 19 joueurs, dont 9 joueurs hors groupe. Qu'est-ce que j'appelle des joueurs hors groupe? C'est des joueurs qui soit n'étaient pas dans les plans de Roberto De Zerbi / Habib Beye sur la fin de saison, etc. Ou soit qui étaient prêtés. Ça n'empêche qu'il y a quand même 10 joueurs du groupe actuel qui ont été vendus. Donc ça reste quand même un mercato très agité dans le sens des départs. On a donc 129,5 millions d'euros de recettes transferts hors commission, donc les agents, etc., j'ai pas pris ça en compte. Ça reste malgré tout de l'argent qui va faire du bien, qui va renflouer les caisses marseillaises, et dans mon optique d'avoir une balance positive sur le plan financier, ça devrait nous aider aussi d'avoir une petite enveloppe pour pouvoir recruter et conserver un effectif assez compétitif pour la saison prochaine, et puis surtout, de nombreux gros salaires en moins. Vous pouvez enlever 6 des plus gros salaires marseillais du top 10, donc forcément, ça reste quand même plutôt intéressant. On a bien diminué la moyenne de la masse salariale, donc pour le moment, on respecte nos objectifs de vente, et on sait que les ventes à Marseille cet été, ça va peut-être être un peu le nerf de la guerre. Donc forcément, là c'est magique, hein. Dans un mercato idéal, j'arrive à vendre 19 joueurs. On sait qu'il y a aussi des fois dans un mercato des joueurs qui n'ont pas d'offre, et ça fait toujours partie de la difficulté. Et évidemment, dans cette tâche-là, je laisserai plutôt Grégory Lorenzi, le professionnel, gérer tout ça. Moi, évidemment, je reste sur du fictif, on va pas se mentir, même si j'essaye d'être le plus réaliste possible. Jetons un coup d'œil désormais du coup sur le 11 olympien, avec tous les départs qu'on a effectués. On se rend compte que le côté droit du 11 marseillais a quand même bien été dépeuplé. Je conserve Geronimo Rulli, alors j'ai un petit peu hésité sur son cas concernant Rulli, parce qu'il y a eu quelques matchs qui m'ont dérangé dans sa saison. Après, je me suis un peu renseigné en regardant les stats, et il a encore de bonnes stats pour un gardien. Bon, je vais lui faire confiance. Peut-être qu'avec des meilleurs défenseurs, il sera plus mis en valeur, il fera plus de clean sheet. Et en parlant de bons défenseurs, je vais garder Naïef Aguerd. Alors forcément, sa pubalgie a changé sa saison. Il y a encore un vrai risque physique le concernant. Et donc, je compte beaucoup recruter en défense sur ce mercato pour renforcer ce secteur-là. Mais Aguerd, en l'état, étant donné qu'il sort d'une pubalgie, je vois pas Marseille le vendre. Et malgré le fait qu'il a un gros salaire, je pense que ça peut faire partie des cadres pour la saison prochaine, en espérant qu'il revienne bien, qu'il fasse une grosse préparation là estivale. Et c'est évidemment tout le mal que je souhaite à l'OM, qui je pense aura besoin d'un très bon Aguerd pour valider ses objectifs la saison prochaine. Emerson, je le conserve aussi sur le couloir gauche, il est arrivé libre l'été dernier, contrat de 2 ans, bon c'est pas le pire, c'est pas le meilleur non plus. Je pense que voilà, c'est un joueur qui a le niveau Première Ligue, hein, qu'il l'avait montré du côté de West Ham. Je pense que c'est un garçon qui est encore capable d'apporter à Marseille, et peut-être dans un contexte un petit peu moins houleux, peut réussir encore plus à sortir son épingle du jeu. Donc je vais le conserver dans un rôle de titulaire, même si je vais aller chercher évidemment un joueur à lui mettre en concurrence. Devant lui, Igor Pekchao est toujours là sur le côté gauche de l'attaque olympienne. Il a plutôt bien fini la saison. Il a eu une vraie bonne période avec Habib Beye. Par rapport à l'investissement qui a été fait par l'OM, ça reste encore un poil décevant. Je suis plutôt d'accord avec ça. Mais là, dans une saison justement où l'OM sera peut-être moins observé en Ligue des Champions, il y aura plus ces gros rendez-vous le mercredi. Alors t'en auras encore le jeudi qui seront capitaux, hein. Je pense que l'Europa League, ça va être très important pour Marseille la saison prochaine, mais c'est peut-être encore plus à porter pour Igor Pekchao, histoire maintenant qu'il connaît le contexte marseillais, qu'il aborde au mieux sa seconde saison. On a connu beaucoup de joueurs qui ont raté leur première année, mais qui par contre sur la seconde année se sont complètement révélés. Ça peut être le cas du Brésilien, je le souhaite, parce que c'est vrai que du côté des Pays-Bas, il avait montré de bonnes choses, donc je vais lui maintenir ma confiance cet été. Quinten Timber qui est arrivé du coup cet hiver à Marseille, bon joueur, un petit peu surcoté parce que j'ai entendu beaucoup de monde le mettre déjà en tant que leader du milieu marseillais, etc. Non, il a encore que 24 ans, il doit encore hausser son niveau de jeu par rapport à l'exigence que demande l'Olympique de Marseille. Mais voilà, l'OM a fait une bonne opération en allant le chercher pour pas très cher il y a de ça quelques mois, donc je pense que Marseille a un vrai bon milieu de terrain dans ses rangs avec lui. Je vais lui donner ce rôle-là de titulaire, à lui de me rendre la confiance. Mais voilà, je vais rester quand même vigilant sur ses performances. Il a encore beaucoup à progresser, un peu à l'image de Igor Pekchao. Quand tu arrives d'Eredivisie en Ligue 1, il y a déjà un vrai cap. Alors en plus de ça, quand tu as l'exigence d'un club comme Marseille, avec des Coupes d'Europe, etc., ça demande encore plus de... Voilà, limite encore plus de perfection, quoi. À Marseille, tu rates une passe, t'as un papier dans l'équipe qui sort le lendemain, donc forcément, ça fait mal. Donc voilà, et puis Amine Gouiri, je vais le conserver à la pointe de l'attaque marseillaise. Donc ça, c'est un choix personnel, assez irrégulier, effectivement. Gouiri, ouais, c'est assez compliqué. En tout cas, j'ai du mal à voir Marseille s'en séparer cet été. Je pense que
pas le vendre, ça va être des joueurs avec une vraie cote sur le marché. Alors Guiri pourrait rapporter un peu d'argent, mais là on a déjà vendu suffisamment de joueurs, j'avais pas forcément envie de toucher encore davantage au secteur offensif. J'ai vraiment concentré mes efforts sur le renouvellement d'effectifs, vraiment sur le secteur défensif qui est celui qui m'a le plus déçu cette saison, surtout dans la période creuse là, notamment avec Habib Beye, etc. Au niveau d'un second 11 type, histoire d'imaginer la profondeur de banc, et c'est là que vous allez voir qu'il y a encore beaucoup de recrues à aller chercher. Donc je vais conserver Geoffrey Delange en tant que numéro 2, il a plutôt fait des bons matchs par-ci par-là, même si bon, je pense qu'il ne peut pas non plus être numéro 1 à Marseille. CJ Egan Riley, je le conserve en défense centrale, il avait montré de bonnes choses à Burnley. Je pense qu'il est capable, pareil, dans un contexte favorable, si Marseille se porte bien, de montrer aussi des choses. Il a seulement 23 ans, c'est un garçon qui va continuer de progresser, ça reste un espoir anglais, je le conserve dans la rotation. Timothy Weah, qu'on retrouve du coup au poste de latéral droit, alors je l'ai mis en tant que doublure, vous l'aurez compris que là je construis surtout un effectif plus que des 11 types. Il peut très bien titulaire au poste de latéral droit, il est assez polyvalent, il peut jouer à plusieurs postes. En tout cas, je pense que sa première saison, je trouve qu'il a montré de vraies bonnes choses. Il a aussi été capable de passer à côté de certains matchs. À lui, à 26 ans maintenant, de montrer qu'il peut réellement être un leader de ce vestiaire marseillais. Il y a eu beaucoup de départs cet été du coup dans mon mercato. À lui d'assumer ce rôle-là de cadre. Tochoukou Nadi, je vais évidemment le garder au milieu de terrain, c'est un jeune espoir. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang, je pourrais m'en séparer par rapport à ce qu'il a montré dans le jeu, où des fois tu as l'impression qu'il manque de connexion avec les autres joueurs, etc. Mais ça n'empêche que ça reste un serial buteur, Aubameyang, que même dans une saison où tu as l'impression qu'il passe à côté, il te met les buts qu'il te faut et qui te font du bien à plusieurs moments clés. Pareil, je pense que dans un contexte plus favorable, Aubameyang, il peut réellement te permettre en Europa League, comme il l'avait fait lors de la saison 2023-2024, où il avait porté Marseille sur ses épaules tout au long de l'année. Je pense qu'il est capable, en Europa League notamment, etc., de mettre les buts qu'il faut et de te faire du bien, donc je vais le conserver, surtout que Aubameyang n'a quasiment pas de valeur marchande au vu de son âge. Il a un gros salaire certes, mais je prends le risque de le conserver. Et puis en réservé, je vais conserver Théo Vermeau, que je prolonge du coup, qui est le troisième gardien, apprécié par le vestiaire. Mady, même si je suis moins fan, je suis pas un grand fan de ce joueur-là. Je trouve que techniquement avec le ballon c'est compliqué. Et puis Lago, qui lui a également plutôt pas mal de potentiel. Au niveau du recrutement, plusieurs postes ciblés, un défenseur central titulaire à mettre aux côtés de Nayef Aguerd, un défenseur central / défenseur central gauche, donc quelqu'un qui puisse jouer axial gauche, imaginons dans une défense à 3, donc ça c'est pour la rotation ou pour mettre en concurrence avec Aguerd, etc. Un latéral droit titulaire à mettre en concurrence avec Timothy Weah, un latéral gauche titulaire à mettre en concurrence avec Emerson, deux milieux de terrain / milieux centraux, deux milieux plus offensifs, un milieu offensif / attaquant droit, donc un joueur assez polyvalent qui puisse à la fois remplacer Greenwood, à la fois jouer au milieu de terrain. Vous avez vu que je suis parti sur un 4-2-3-1, donc voilà, donc un numéro 10 / ailier gauche. Un autre ailier droit, là réellement plus fixe, un peu plus latéral, qui est capable de rentrer sur son pied gauche. Donc un vrai remplaçant pour Mason Greenwood, donc un attaquant droit titulaire. Et puis un buteur / attaquant gauche, donc en gros un attaquant polyvalent qui est capable à la fois d'être une doublure pour Pek Chao, à la fois d'être une doublure pour Guiri, pour Aubameyang, etc. Donc voilà, je vais essayer d'aller chercher des joueurs assez polyvalents pour avoir le plus d'options possibles sur le banc. On le sait que désormais dans le foot moderne, avec les 5 changements, tu peux changer la moitié de tes joueurs de champ. Donc forcément, avoir des bons joueurs sur le banc, ça peut changer une saison. Donc voilà, je vais respecter tout ça et c'est la stratégie que je vais adopter pour mon mercato. On attaque le recrutement avec déjà une piste assez onéreuse. Oumar Solet, 26 ans, donc défenseur central français qui est en fin de contrat dans seulement un an. Je pense que l'OM peut réussir à devancer la concurrence avec une offre à hauteur de 15 millions d'euros. Ce sera peut-être même un peu moins comme il est en fin de contrat dans un an. C'est un joueur qui a explosé à l'Udinese, qui est en progression constante. Il avait quelques défauts quand il jouait à Salzbourg en termes de concentration, même de régularité parfois sur ses performances. Là, il a complètement gommé ça depuis un an et demi du côté de l'Udinese, où il figure réellement parmi l'un des meilleurs défenseurs centraux de Serie A. C'est un joueur, alors déjà c'est un molosse, il est très costaud physiquement. En termes de duel, il est très très bon, et en termes de relance, et ça m'intéresse aussi parce qu'on a vu notamment avec Egan Riley, etc., des joueurs qui à la relance ont eu des vraies difficultés. À la relance, il a des super stats, des passes progressives notamment. Donc voilà, je vais en faire mon défenseur central titulaire aux côtés de Nayef Aguerd. Il a encore 26 ans, il est dans la force de l'âge, il a l'expérience Ligue des Champions avec Salzbourg.
Je pense que c'est le bon moment pour lui de revenir en France. Il avait été formé à Laval. Moi, c'est un joueur qui m'avait bluffé quand je l'avais vu. Il était en U19 à Laval. J'avais vu un match entre Nantes et Laval U19. Il m'avait bluffé. J'avais pris une claque. Peu de temps après, il avait signé à Lyon. Ensuite, il était parti à Salzbourg, etc. Il est temps qu'il confirme tout son talent chez lui, en France, en Ligue 1. Et je pense qu'il a beaucoup à apporter à l'OM. Et je pense aussi que mentalement, c'est quelqu'un qui doit répondre présent et qui est capable effectivement de se mettre au niveau. Donc voilà, on poursuit désormais avec le défenseur central axial gauche à mettre en concurrence avec Aguerd. Alors, je vais le mettre effectivement dans mon équipe, dans mon second 11 type en quelque sorte, mais il va certainement venir pour être titulaire ou du moins pour avoir un vrai rôle à jouer, surtout que Marseille va jouer 3 matchs par semaine. C'est Malang Sarr, donc qui est en fin de contrat avec le Racing Club de Lens, qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux de Ligue 1 cette saison. Je me demande s'il n'est pas dans l'équipe type de Ligue 1 au trophée UNFP, j'ai un doute là-dessus. Très très grosse saison dans un rôle d'axial gauche très particulier avec Pierre Sage. Il a retrouvé, en fait, il a un peu confirmé sur le tard tout son potentiel qu'on voyait à l'OGC Nice à l'époque quand il s'était révélé, très agressif. J'ai trouvé moi que c'était le meilleur centraux de Lens cette saison, en tout cas du début de saison jusqu'à la fin, c'était le plus régulier, devant même Samson Baïdou qui a eu quelques blessures, etc. Et puis surtout, sérénité et confiance, c'est un joueur effectivement, t'as l'impression qu'il est infaillible sur le terrain, il y va, il donne tout, il s'arrache, et voilà, il montre vraiment de bonnes choses, sa saison elle est très bonne, là il a repris beaucoup de confiance en lui, on sait qu'il avait un passage vraiment avide, compliqué quand il était à Chelsea, etc. Là il a retrouvé de sa superbe, et donc c'est une super opportunité pour Marseille. L'OM a je pense les moyens effectivement de lui offrir le salaire qu'il cherche, et ce qui je pense est la raison pour laquelle il quitte le Racing Club de Lens. Je sais pas trop, ce sera peut-être 200 000, peut-être un peu moins puisqu'il a 27 ans, mais en tout cas voilà, je pense que Marseille a de quoi, y compris sur le plan financier, aller le chercher. Et puis comme Grégory Lorenzi devrait peut-être être le directeur sportif de l'OM, ça colle aussi un petit peu à la piste d'aller chercher des joueurs français avec Oumar Solet et aussi des joueurs Ligue 1 avec Malang Sarr notamment. Donc voilà, pour le moment on reste aussi fidèle à la réalité. On sait que Lorenzi voilà, fonctionne beaucoup aussi un peu au local, français, Ligue 1, Ligue 2, etc. Bah là effectivement ça coche un peu toutes les cases. On poursuit avec le latéral droit titulaire et je continue de me tourner vers le marché des joueurs libres et je vais aller chercher Oscar Mingueza. Alors j'ai hésité sur le côté réaliste d'aller chercher Oscar Mingueza. Est-ce que ce joueur-là pourrait réellement être intéressé en retour à l'idée de signer à l'OM ? Malgré tout, je me dis que Marseille garde quand même un certain prestige pour un joueur qui joue au Celta Vigo, qui a certes montré de bonnes choses, qui est international espagnol. Je ne sais pas s'il est dans les listes pour la Coupe du Monde, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, il est libre, c'est un joueur qui est évalué à peu près 18 millions d'euros, donc ce serait une super bonne opportunité. Il a 26 ans et surtout il est polyvalent, c'est-à-dire qu'il peut très bien jouer latéral gauche, il peut jouer défenseur central dans une défense à 3, il peut jouer piston droit. Malgré tout, ça reste un profil assez offensif, donc moi je le préfère effectivement quand je le vois sur un côté. Son vrai poste pour moi ça va être effectivement latéral droit. Du coup il a l'opportunité de combiner avec l'ailier qui sera devant lui, donc en gros en l'occurrence la recrue qu'on va aller chercher au poste d'ailier droit. Donc comme on sait que Marseille a beaucoup combiné aussi cette saison sur les côtés, et c'est globalement par ce vecteur là que Marseille a marqué le plus de buts, voilà, lui il est capable de combiner dans les petits espaces et c'est quelque chose que je trouve très intéressant le concernant. Donc voilà, Oscar Mingueza, très polyvalent, formé au Barça au plus, en plus, donc on connaît évidemment la qualité de la Masia, il n'y a plus besoin de la présenter. Mais voilà, Oscar Mingueza pour moi il coche toutes les cases et je pense que lui en retour peut aussi être intéressé par l'OM. Alors je pense que Marseille ne sera pas seul sur ce dossier-là puisque un joueur libre avec une telle valeur, je pense que ça doit attirer du monde. Mais voilà, je pense que Marseille garde un certain prestige. Si Grégory Lorenzi arrive à vendre un certain projet, voilà, une vraie projection ne stress qu'à moyen terme avec une qualification en Ligue des Champions. Voilà, je pense que c'est largement faisable. On sait que l'OM a été capable avec Benassia d'aller chercher Rabiot, alors qu'au moment où il allait chercher Rabiot, Marseille sortait d'une saison quand même peu reluisante. Donc voilà, je pense que Marseille garde malgré tout un certain prestige malgré sa fin de saison décevante et cette non-qualification en Champions League. Pour ce qui est du latéral gauche, comme je commence déjà à avoir du beau monde en tant que latéral gauche et que latéral droit avec Timothy Weah, avec Mingueza qui peuvent jouer sur les deux côtés, avec Emerson notamment, je vais plus aller chercher un jeune joueur, un jeune talent à polir et je vais me tourner vers Anis Ouzenadji. Alors vous le connaissez certainement pas. C'est un latéral gauche qui s'est révélé un petit peu cette saison avec les Stacks de Troyes, il était formé au club. Grosse activité dans son couloir gauche. C'est un joueur qui me plaît beaucoup, qui je crois, je suis pas sûr, c'est à vérifier, est en fin de contrat dans 1 an. Il n'était pas titulaire au poste de latéral gauche avec les Stacks en Ligue 2, donc vous me dites Arthur, tu vas aller chercher le doublure du latéral gauche de 3, tu nous as pris pour qui ? On est l'OM.
Ça n'empêche qu'à 19 ans, c'est un jeune talent franco-algérien avec un profil très offensif qui pour moi correspond vraiment à l'Olympique de Marseille. Je l'ai vu faire des choses notamment sur le plan technique avec sa patte gauche assez exceptionnelle. J'ai en tête sa demi-volée qu'il a mise face à Annecy, incroyable. Donc voilà, c'est un jeune talent à polir, il a seulement 19 ans. C'est aussi ça que de devoir bien gérer un petit peu ses finances, c'est d'aller chercher des jeunes joueurs que tu vas valoriser, que tu vas revendre à prix fort d'ici quelques temps. C'est un profil différent qu'Emerson, moins fiable défensivement certainement, mais si tu veux jouer par exemple avec des pistons, lui offensivement, je pense qu'il est capable de mettre le feu sur son côté, et ça m'intéresse beaucoup. À seulement 19 ans, voilà, c'est un vrai jeune talent à polir. Donc je vais me tourner vers Anis Ouzenadji en tant que doublure à ce poste de latéral gauche. On poursuit au milieu de terrain, et il nous faut donc remplacer Pierre-Emile Højbjerg, et pour ça je vais utiliser la carte prêt, puisque Naïl Naïnaoui joue très peu du côté de l'AS Roma, international marocain, qu'on connaît très bien en Ligue 1 pour l'avoir vu avec le Racing Club de Lens, où il est monté en puissance au fur et à mesure des saisons. J'aime beaucoup ce joueur-là, en plus d'être assez élégant quand on le voit jouer, où tu as l'impression que c'est un vrai métronome. C'est un joueur qui a un gros volume de jeu, qui a un très gros abattage défensif, qui est capable de faire les plus de 10 km par match qui vont faire la différence, et ça je pense que ça fait du bien, surtout que, vous l'avez vu dans ma composition d'équipe, il y a quand même un milieu à deux. Alors oui, il y a un milieu offensif, mais il y a quand même un milieu avec deux sentinelles qui du coup seront certainement en infériorité numérique dans ce secteur de jeu là, et donc il te faut des joueurs avec beaucoup d'abattage, un gros volume de jeu, beaucoup de courses, et Naïl El Ainaoui correspond effectivement à valide un petit peu toutes ces cases. C'est encore une fois dans le périmètre ancien joueur de Ligue 1, donc dans le périmètre un peu Lorenzi, et avec les difficultés financières qu'ont la Roma, qui sont sous la contrainte du fair play financier, je pense que l'OM peut en tirer un prêt avec option d'achat. Il a assez peu joué avec la Roma, en tout cas il était loin d'être titulaire, donc là ça peut être un challenge intéressant. On dit parfois que la Roma c'est un peu similaire à Marseille en termes de pression populaire, en termes de volcan un petit peu. Donc pour la Roma aussi ça peut être intéressant de prêter son joueur à Marseille, puisque s'il arrive à réussir dans le contexte marseillais, il y a des chances qu'en revenant du côté de la Roma, eh bien il se soit déjà imprégné d'un contexte assez similaire, et que donc il soit plus à même de revenir en force et de plutôt performer, même si moi à la place de Lorenzi j'essaierai quand même de glisser une petite option d'achat dans l'affaire. On poursuit avec un autre milieu de terrain un peu plus pour en tant que doublure, ou en tant peut-être que troisième milieu de terrain, notamment au cas où Quinten Timber affiche ses limites sur la saison, et je vais de nouveau me tourner vers le marché des joueurs libres, et de nouveau vers un joueur espagnol, Alex Febas, qui était vraiment le métronome de l'équipe d'Elche en Liga. Alors Elche c'est vraiment seconde partie de saison, seconde partie de tableau du championnat espagnol, mais alors Alex Febas a fait une saison monstrueuse. Alors oui, il a 30 ans, il a peut-être pas le profil clinquant comme on aimerait voir, mais alors c'est un organisateur de jeu qui sort d'une saison exceptionnelle. C'est le deuxième meilleur joueur en Europe sur les passes progressives, donc c'est un excellent passeur. Donc en tant que meneur de jeu un peu reculé, il peut faire de très bonnes choses, et je le dis, il a le niveau je pense pour jouer à l'OM. C'est un profil nouveau qu'on n'a pas encore dans le milieu marseillais. Là on a des joueurs avec un gros abattage, Timber, El Ainaoui, donc des joueurs qui sont assez polyvalents, un box-to-box, qui sont capables d'organiser le jeu, mais avec Alex Febas tu apportes une touche technique qui à mes yeux est encore un cran au-dessus, et donc voilà, c'est assez intéressant. En plus de ça, ça permettrait à Mingueza, qui du coup arrive du championnat espagnol, de se retrouver avec un autre joueur espagnol. Donc pour l'intégration, l'idée d'avoir deux joueurs comme ça qui viennent un peu dans le même contexte à Marseille, ça peut effectivement créer des affinités, ça peut les aider à bien s'intégrer. Donc voilà, moi je suis très emballé par la piste Alex Febas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce joueur-là. On poursuit parce qu'on a beaucoup de recrues, et je vais me tourner vers le championnat portugais, vers Gustavo Sá, qui est un milieu offensif moderne, grand espoir portugais qui a seulement 21 ans, et à seulement 21 ans justement, c'est le capitaine de Famalicão, qui fait partie des équipes un peu émergentes dans le championnat portugais, donc il dégage beaucoup de leadership. Très bonne vision de jeu, un très bon dribbleur, un joueur qui en plus de ça est assez grand, je crois qu'il fait 1m85, donc sur le plan physique, on sait que la Ligue 1 est un championnat assez intense, je pense que lui a du répondant, je pense qu'il est compatible avec tout ça. Il manque juste un peu de stats, ça c'est clair, net et précis, malgré le fait qu'il ait plutôt une bonne qualité de pied, notamment à la finition, où on l'a vu beaucoup buter sur des gardiens, etc. Je pense qu'il va progresser aussi dans ce secteur-là, et qu'il va être capable à un moment donné de mettre plus le ballon au fond et d'avoir de meilleures stats. Mais voilà, c'est un joueur que je trouve très intéressant, et puis à seulement 21 ans, avec un Portugais comme ça, tu prends assez peu de risques financiers, c'est-à-dire que là tu dépenses 15 millions d'euros, même s'il rate sa saison, sa valeur va pas forcément beaucoup descendre, il gardera certainement une cote au Portugal, auprès de Benfica, etc. Donc tu pourras le revendre pour une somme très intéressante, quoi qu'il arrive à mes yeux.
Et puis, je vais aller chercher un nouveau milieu offensif pour remplacer Abdelli, donc dans la rotation. Je vais me tourner vers le championnat belge et le milieu offensif japonais Ryotaro Ito, mon coup de cœur de la saison en Pro League. 10 buts et 8 passes D, je crois. Milieu offensif très complet, très mobile. T'as l'impression de voir un mini Vitinha un peu plus offensif quand tu le vois jouer. Il organise très bien le jeu. Il court un peu partout. Il est très intelligent dans son placement. Il s'est révélé sur le tard, hein, à 28 ans certes, et via la filiale japonaise de Saint-Tron qui marche très très bien. Ils jouent actuellement les playoffs de qualification aux coupes européennes au sein du championnat belge, donc ils affrontent là les meilleures équipes. Et il répond toujours présent, 15 goals assists cette saison, ouais, voilà, donc 10 buts et 5 passes D. Et une vraie qualité de finition, très très bonne de sa part, y compris des tirs de loin, etc. Moi c'est un vrai coup de cœur, et je pense qu'un joueur comme ça, qui en plus de ça, on le sait, a un état d'esprit un peu irréprochable, l'éducation japonaise, on connaît un petit peu, je pense que ça peut faire que du bien au vestiaire marseillais et à l'équipe, je pense qu'il a le niveau pour l'OM, et donc je vais profiter du fait qu'il soit libre de s'engager où il veut pour aller le chercher à l'Olympique de Marseille. On poursuit avec le milieu offensif / attaquant droit. Je vais me tourner vers la Ligue 1, je vais aller accomplir une histoire qui doit être accomplie, c'est l'arrivée d'Ilan Kebal à l'OM. On le sait, c'est un Marseillais de naissance, c'est un joueur assez talentueux, un gaucher qui est capable effectivement de faire de belles choses, qui s'est complètement révélé cette saison en Ligue 1 avec le Paris FC, qui s'est même révélé sur le tard. C'est aussi ça parfois des profils un peu frêles physiquement, il leur faut du temps pour trouver justement l'intelligence de jeu nécessaire pour être moins dans le duel, plus dans l'évitement et réussir à avoir un peu plus le pied sur le ballon, être plus organisateur. Il lui a fallu du temps pour s'adapter à ça, il a beaucoup progressé avec le PFC, là cette saison il a fait une vraie belle année en Ligue 1. Je pense que Marseille, pour 10 millions d'euros, peut être capable d'aller le chercher et peut se retrouver avec un joueur vraiment très intéressant. Pour l'après-Greenwood, en plus de ça, ça t'offre une option plutôt intéressante sur le côté droit. Donc, même si c'est pas lui que je vais mettre en tant qu'attaquant droit titulaire sur mon 11 type, ça reste une solution en plus. Donc voilà, il peut jouer dans l'axe, il peut remplacer Gustavo Sa, il peut jouer également côté droit avec sa patte gauche. Ilan Kebal à Marseille, j'y vais les yeux fermés. Allons chercher désormais le remplaçant de Mason Greenwood et je vais me tourner de nouveau vers un ancien joueur de Ligue 1 qui est en difficulté au sein de son nouveau club. C'est Dylan Bakwa qui a très peu de temps de jeu avec Nottingham, qui a un vrai profil à relancer. On le sait, Mason Greenwood c'était un peu le joueur magique qui te faisait les différences. Dylan Bakwa il a un peu ce côté-là. Imprévisible pour les défenseurs, tu sais jamais trop ce qu'il va t'inventer, mais il est capable de faire des choses vraiment magiques sur un terrain, il a une patte gauche exceptionnelle, à Strasbourg il a beaucoup progressé, et au moment où il est parti de Strasbourg, il avait un niveau dingue. C'est d'ailleurs assez bizarre à mes yeux que ça ne l'ait pas fait en Première Ligue, parce que c'est un joueur que je trouve sincèrement exceptionnel. Je pense qu'il peut passer un cap à Marseille. Je pense que même pour lui dans sa carrière, ça peut être un vrai accomplissement s'il parvient à faire une belle saison avec Marseille. Et voilà, je trouve que le mariage est parfait. C'est encore une fois dans le périmètre ancien joueur de Ligue 1, donc pour Lorenzi, ça sent typiquement le bon coup à relancer. Donc voilà, Dylan Bakwa pour remplacer Mason Greenwood. C'est acté. On poursuit avec le dernier joueur, du coup un buteur qui peut aussi jouer un peu à tous les postes de l'attaque. Et je continue sur ma stratégie de prêt d'anciens joueurs de Ligue 1. Et je vais chercher Evan Guessant, qui a un gros manque de temps de jeu à Aston Villa. On peut pas trop lui en vouloir quand tu vois Aston Villa qui a gagné l'Europa League, qui joue le haut de tableau en Première Ligue avec Unai Emery. Forcément, il y a beaucoup de concurrence. Et lui qui arrive assez humblement de l'OGC Nice, il a du mal à se faire une place. Et donc, l'OM pourrait être tenté d'aller le chercher en prêt dans un championnat qu'il connaît si bien, la Ligue 1, puisque il s'y est complètement révélé la saison passée. Donc c'est un profil vraiment différent. Assez moderne finalement, alliant une qualité de dribble, de vitesse à beaucoup de taille et un bon joueur de tête finalement. Donc je trouve que c'est un profil différent d'Aubameyang et de Amine Gouiri. Donc ça peut devenir le numéro 9 titulaire de Marseille, tout comme ça peut devenir un joueur titulaire sur un côté, etc. Il est assez polyvalent, il a ce côté-là finisseur en plus. Donc moi évidemment, Evan Guessant à Marseille, je trouve que c'est un bon coup. Jetons un coup d'œil du coup désormais sur le 11 type de l'OM après le recrutement. Geronimo Rulli est toujours dans les buts. Devant lui, une charnière très solide, Naïef Aguerd ou Marsollet. Oscar Mingueza prend place en tant que latéral droit. Emerson prend place en tant que latéral gauche. On retrouve du coup au milieu de terrain Quinten Timber, Gustavo Sa et j'ai mis Alex Febas en tant que titulaire parce qu'il t'offre une option différente. Mais ça peut très bien être Neil El Ainaoui. Pour le moment, effectivement, j'ai mis Febas parce que je trouve qu'effectivement, dans la combinaison, notamment avec Mingueza, Bakwa, ça peut être très intéressant. Gustavo Sa en numéro 10, Igor Pekchan sur le côté gauche en tant que Kelly gauche. Et puis Amine Gouiri, pour le moment, je le laisse en tant que numéro 9. Vous l'avez compris, avec la profondeur de banc qu'on va aller voir tout de suite, il va y avoir de la concurrence. Et donc, s'il peut y avoir une vraie émulsion collective très intéressante
intéressant dans cette équipe. Jeffrey Delange en tant que gardien de but, avec devant lui la charnière CG, Gan Riley et Malang Sarr qui peut apporter un profil différent des Yafa Guerd. Anisou Zenadji, la jeune pépite à développer en tant que latéral gauche. Timothy Weah en doublure de Mingueza qui peut aussi jouer sur le côté gauche, etc. Evan Guessant, je l'ai mis en doublure de Igor Pekchao pour le moment. Neile El Ainaoui, Ryotaro Ito, Tochukwu Nadi au milieu de terrain. Ilan Kebal au poste d'ailier droit qui peut être une option au cas où Dylan Makwa ça le fait pas trop au début. Pierre-Emerick Aubameyang en numéro 9 et puis du coup toujours Vermo, Madi et Lago en réserviste. Donc voilà, on a donc quand même un bon groupe de 25 joueurs avec, je trouve, une profondeur de banc qui s'améliore par rapport à la saison qu'on vient de vivre à Marseille. Là je trouve qu'il y a vraiment du lourd. Voilà, si tu es capable d'avoir sur le banc des joueurs comme Malang Sarr, comme Guessant, comme Aubameyang, comme El Ainaoui, comme Ito notamment, comme Kebal, comme Weah, ouais, c'est du costaud. Et comme on sait que dans une saison, il y a toujours des imprévus, des blessures, des suspensions, voilà, tu seras jamais, voilà, t'auras jamais trop de joueurs, tu seras jamais à court de solutions. Et c'est ça que je trouve intéressant. Donc là, je trouve qu'on fournit quand même un effectif assez intéressant au futur entraîneur de l'OM. Au niveau du bilan du recrutement, on a donc 43 millions d'euros de dépenses transferts plus, et il ne faut pas l'oublier, les 40 millions d'euros, rappelez-vous, des obligations d'achat en début de vidéo, etc. On a fait un gain sur le budget salaire parce que effectivement, je pense que parmi toutes les recrues qu'on allait chercher, il y a quelques gros salaires comme Oscar Mingueza, etc. Il y a beaucoup de prêts, donc certainement des clubs prêteurs qui prennent en charge une partie du salaire. Donc voilà, je pense que malgré tout, on a fait quand même un sacré gain en termes de budget salaire, comme on a éliminé 6 du top 10 des plus gros salaires de l'OM. On a une meilleure profondeur de banc, je trouve, et on a des jeunes joueurs avec de belles reventes envisageables. Je pense à Gustavo Sa notamment, je pense évidemment également à Anis ou Zenadji, donc ça je trouve ça très intéressant. Et puis voilà, on a toujours aussi des jeunes joueurs qu'on peut encore développer, notamment Quinten Timber qui a seulement 25 ans, t'as encore Pekchao qui est assez jeune. Donc voilà, on a fait le tour de ce mercato de l'OM. Là, je pense qu'on doit facilement avoir 45 minutes de vidéo sans problème, mais voilà, je ne veux pas m'en cacher, le mercato de l'OM était très long à préparer, était très très long pour essayer de trouver des solutions à moindre coût, tout en étant réaliste, tout en maintenant une équipe compétitive. Bref, ce mercato était très long, beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, mais je pense qu'il fallait au moins ça. Il y a une vraie fin de cycle qui s'amorce à Marseille cet été, avec de vraies contraintes financières, avec un nouvel organigramme, président, directeur sportif et entraîneur, et ces trois parties-là, elles vont devoir vraiment bien s'entendre pour ne pas perdre de temps et directement entamer un nouveau projet à Marseille. Et je pense que l'OM en a besoin parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Il faut répondre présent dès la mi-août, dès la première journée de Ligue 1, parce qu'il y a une Ligue des Champions à aller chercher et il y a un beau parcours à faire en Europa League. Et c'est pour ça que je pense que Marseille aura au moins besoin de cet effectif-là pour réussir à faire de belles choses. Donc voilà, j'espère en tout cas que mon mercato idéal vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos pistes comme d'habitude dans l'espace commentaire pour l'Olympique de Marseille. J'attends évidemment tous les joueurs que vous aimeriez voir à l'OM. J'attends également vos avis sur Grégory Lorenzi, etc. N'hésitez pas non plus à me dire quel club de Ligue 1 aimeriez-vous voir en tant que mercato idéal. Vous connaissez désormais la série. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.